chose qu'il faut dire, c'est que imaginez que Chantalane est plus grande que moi. Fait que je ne sais pas comment est-ce qu'on a réussi à faire ça. Mais j'ai comme l'impression que c'est ton cadeau d'anniversaire, mais... c'est un coup monté. Je ne sais pas pourquoi je suis plus petit que Chantalane, je ne comprends pas. Non seulement... Donc, c'est avec vraiment un très, très grand plaisir qu'on vous retrouve en ce mercredi soir. On est le 21 juillet de l'année 2021. C'est ma fête et j'ai eu une pluie abondante d'amour de tellement de gens. Donc, merci beaucoup. On recommence Montréal. Et je suis vraiment content de retrouver ma collaboratrice Chantalane Dumas. Chantalane, comment vas-tu? Ben moi, ça va bien, c'est le fun, c'est un nouveau format. On a des ajustements, on apprend plein de choses, mais c'est très agréable. On fait une émission pour le moment hebdomadaire, donc on a quand même le temps et un petit peu d'éventail par rapport à chronométré. Donc, c'est la beauté du web, c'est d'avoir beaucoup plus de latitude, en fait. Mais là, on est live. Donc, le Montréal va bien entendu changer, mais on va continuer à vous parler d'actualité, on va continuer à discuter, à se chamailler sur certains sujets et zéro prétention de vous informer ni de vous former, mais surtout vous engager à travers ce que moi personnellement je crois, ce que je comprends de certains dossiers. Chantalane Dumas, elle, de par sa formation, ça peut être beaucoup plus technique dans certains cas, mais encore là, c'est vraiment du partage d'opinions qui n'engage que nous-mêmes et expressément nous-mêmes avant toute chose. Il y a eu la semaine passée, on a discuté avec John Miller Beauvoir de Haïti, la mort de Jovenel Moïse. Nous sommes rendus dans les 2 dernières journées, non seulement d'exposition, l'enterrement qui aura lieu sous peu, donc qui va être vendredi le 23. C'est un événement extraordinaire que de voir qu'après tout ce temps-là, après presque plus de 2 semaines aujourd'hui, on n'a toujours pas de responsable, on n'a pas d'accusation formelle portée contre qui que ce soit en Haïti. Tout ce qu'on a, ce sont des présumés coupables, la possibilité que les mercenaires soient responsables de cette mort-là. On n'a même pas eu de confirmation de tout ça. Imaginez un président protégé avec 3 poches de protection. Une pour entrer, accéder chez eux, une accéder à la route dans le fond, une pour accéder chez eux, puis une à l'intérieur de la maison. Aucune de ces personnes-là n'a eu aucune égratignure. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est l'imbroglio le plus total. On ne comprend toujours pas comment ça se fait qu'on a pu accéder au président haïtien et l'assassiner et dégrader son cadavre à un tel point qu'on a reçu des images. Fait que, pour moi, je suis très malaisé de tout ce qui se passe en Haïti. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça? Comment est-ce que tu vois ça de l'extérieur, de Montréal, les gens que tu connais? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Chantalane? Bien, c'est un peu comme on parlait la semaine dernière. On ne va pas refaire l'émission de la semaine passée. Mais pour moi, c'était vraiment le précédent que ça crée. Je pense que, comme on a dit, il n'y a plus aucun président d'aucun pays qui va se sentir en sécurité, maintenant qu'on sait que c'est possible. Cette semaine, il a été question, évidemment, de la question du garde du corps et tout ça. Et pour moi, ça fait du sens parce que, comme je l'avais mentionné la semaine dernière, c'était impossible parce que c'était pas l'œuvre d'un sniper qui avait tiré une balle, mais bien, ça me semblait tout à fait plausible là, qu'il y ait des gens de sa sécurité qui soient, à tout le moins, impliqués d'une manière ou d'une autre. On n'ira pas en conjoncture et en présupposition parce qu'on ne sait pas vraiment, mais je pense que ce que ça crée, en tout cas, c'est une onde de choc.
Et moi, je trouve ça aussi particulièrement intéressant de voir qu'au même moment où on a assisté presque à des manifestations monstres en France en raison de l'adoption de la passe sanitaire ou de la passe COVID là, qui rentrait en vigueur aujourd'hui. Et donc, le 7 juillet, on a eu l'assassinat de Jovenel Moïse. Le 11 juillet, on a eu des protestations historiques aussi à Cuba. Ça va être le sujet, oui, ça va être notre sujet tout de suite après. Soir. Oui. Et donc, pour moi, le fait qu'on a les mêmes pôles que sont Haïti et la France, donc la Révolution française, l'abolition de l'esclavage en Haïti, et qu'on assiste en ce moment aussi à un point d'ébullition dans ces deux mêmes pôles, je pense qu'on est à la veille d'un autre tournant historique de notre histoire. Là, qu'est-ce que tu sous-entends par là? Bien, je pense que l'humanité est arrivée à un autre niveau. Bon, les événements de la dernière année et demie, certainement, ont suscité beaucoup de prises de conscience chez les gens. Des prises de conscience autant par rapport à notre mode de vie, dans la consommation, d'un paquet de choses, en fait. Et les gens ont remis beaucoup de choses en question. On a vu beaucoup de couples se séparer. Donc, ça, c'était comme au niveau individuel. Et on dirait que l'espèce de conscience collective aussi est en train de faire un bond. On est en train de voir que ces manières dictatoriales d'imposer des choses, et plus on nous serre la vis, eh bien, plus il y a une espèce de mouvement de rebond. Et je pense qu'on est en train d'assister à la naissance d'une nouvelle conscience. Mais pour revenir à Haïti, pour ma part, personnellement, je pense qu'on a vraiment un grand besoin de commencer à identifier clairement, mais vraiment très clairement, c'est qui les responsables potentiels de ce qui s'est passé en Haïti. Puis je sais que des gens ont été choqués que je dise que c'est pas normal qu'en 2021, que toutes les victimes en Haïti, c'est toutes des Noirs. Puis ça, quand je dis ça, c'est pas pour attaquer, c'est juste un fait. Un constat. C'est un constat que c'est la population négroïde en Haïti, à la peau foncée, parce qu'il y a des Haïtiens de toutes les couleurs, il y a 32 types de couleurs en Haïti, mais c'est particulièrement ceux qui sont à la peau foncée, qui sont, premièrement, le président lui-même a été assassiné, les gens qui sont dans les rues, dans les misères, dans les quartiers populaires où est-ce qu'il y a la guerre, c'est vraiment exclusivement, quasiment, juste uniquement des gens de la classe. Fait que je me pose la question, moi personnellement, comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'en 2021, qu'on en soit encore là? Je me pose la question, comment est-ce possible que ce soit Haïti, ce pays de Noirs, d'esclaves noirs qui ont acquis leur indépendance, qui ont permis que ce soit au Venezuela, à la Colombie, que ce soit à un paquet de pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, d'acquérir leur indépendance, les gens oublient. Haïti a été à la base de même financer beaucoup de ces mouvements qui ont permis à plein de pays d'acquérir leur indépendance. Haïti a été à la base d'aller permettre à un paquet de pays qui sortaient de la noirceur de devenir des pays avec des gens qui ont été les aider au niveau de l'enseignement. Même le Québec est un des pays qui a le plus récolté d'Haïti, des cerveaux, pour permettre que ce soit aidé à monter l'UQAM. Haïti a été pour l'Afrique une mine de cerveaux dans les années 60 où beaucoup de pays africains se faisaient donner leur indépendance. Et à ce moment-là, les gens qui allaient aider, enseigner, c'était Haïti. Haïti a aidé la Grèce en finançant leur indépendance, puis en étant les premiers à aider la Grèce à reconnaître leur indépendance aux Nations Unies. Haïti a été la première à aider Israël à se faire. Fait, c'est sûr que c'est une nation de nègres, le terme que les gens détestent. Et c'est une nation qui a un potentiel énorme, un potentiel intellectuel. Puis ce qu'on voit, ce qu'on vit, c'est que depuis au moins les années 50, là, on ne remontera pas plus loin, depuis au moins les années 50, il y a puis c'est pas de la conspiration, je ne veux pas tomber là-dedans, ce sont des faits. On a vu sous Duvalier toute une classe quitter, c'est cette classe-là que je parle, qui sont venus au Québec, qui ont été en Afrique, qui ont été partout. Des gens ultra bien formés, là, qui sont venus dans ces pays-là et qui ont
donné vraiment tout leur savoir qu'ils avaient acquis en Haïti. Ces gens-là ont tout quitté, donc il y a eu une espèce de vacuum de cette classe intellectuelle qui a été transférée dans les pays à l'extérieur dans les années 50. Quand on quitte les années 50, on va fin des années 70, où est-ce qu'on part sous Duvalier, qui a commencé en 57, qui s'est rendu jusqu'en 71 à son décès. Il y a un autre mouvement de beaucoup de gens qui pensaient qu'à la mort de Duvalier, que ça allait être terminé, qu'il y allait avoir un changement, pour voir que c'est un autre régime qui s'est établi. Encore là, ça a créé un autre vacuum. C'était quoi? Ça correspondait à quoi? À une génération quasiment. Fait que on a eu le temps de reformer une autre base intellectuelle de gens qui étaient à l'école primaire, qui ont fait l'école secondaire, qui ont été formés à l'université, dans les académies, etc. Et ont quitté encore une fois entre 70 et les années 80. Début, disons 71, 72, quand Duvalier est mort, jusque dans les années 80, de grosses vagues d'intellectuels, mais aussi de gens de la classe moyenne qui, normalement, auraient dû être les gens qui auraient pu bâtir Haïti. Ils ont quitté aussi. 86, départ de Duvalier, un paquet de gens retournent en Haïti de l'extérieur. Puis ça, c'était le premier mouvement où est-ce qu'on voyait des gens, beaucoup plus de gens revenir en Haïti que des gens qui quittaient Haïti. Ça a été le bordel dans cette transition-là. Des gens ont perdu des fortunes, ils ont perdu leur vie, ils ont eu toutes sortes de problèmes. Fait qu'encore là, il y a eu un autre mouvement. Non seulement les gens qui sont revenus, sont repartis, ils sont repartis aussi avec une autre classe de gens qui ont été formés, donc une troisième fois. Ensuite, il y a eu Aristide qui est arrivé, puis ça a été un espoir extraordinaire dans les années 90, 91, où est-ce qu'il y avait la possibilité d'entrevoir un espoir nouveau pour Haïti. Encore une fois, des malversations, des mésententes au niveau national, mais toujours financées et toujours avec la main de l'international en arrière, qui a fait quoi? Que le président a été victime à l'époque d'un coup d'État fomenté, mais clairement, où est-ce que la France, où est-ce que le Canada, où est-ce que les États-Unis se sont mis, puis d'autres pays se sont mis ensemble pour aller extirper, enlever, mais un enlèvement réel, là. Un président en fonction qui a été enlevé puis démis de ses fonctions. Encore là, une autre classe qui est partie. Et pendant ce temps-là, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a vu, c'est une classe en particulier, ce qu'on appelle les bourgeois ou les mulâtres ou les industries, appelez-les comme vous voulez. Depuis ce moment-là, la fin des années 50, ces gens-là se sont enrichis par 100, par 1000, par millions, et la dégradation du pays, il est total. On avait un minimum de routes, un minimum de fonctionnement au centre-ville. Il n'y a plus rien qui existe. On est dans le chaos le plus total. C'est pas possible de regarder les photos d'Haïti des années 50, 60, puis regarder aujourd'hui les mêmes photos des années 50, 60, et voir qu'il y a eu un recul et non pas un avancement. En fait, le fin des années 90, Aristide revient, prévale un peu de stabilité. On a accès au fonds Petro-Caribé qui commence, et encore là, d'autres mouvements tremblements de terre. Fait c'est un perpétuel recommencement où est-ce que les gens qui commencent, qui travaillent fort pour aller à l'école, qui ramassent leurs économies, qui sont des petits commerçants, des marchands, des marchandes, qui commencent à être bien chaque fois qu'on a une classe de gens en Haïti qui commencent à être corrects. Mais ces gens-là, comme par hasard, il y a des circonstances qui arrivent qui font qu'ils partent.